Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce webinaire sur la mission cancer et sur les opportunités de financement qui sont offertes en 2021. Donc moi, je suis Virginie Sivan, je suis coordinatrice du point de contact national pour la santé et aujourd'hui, nous animons ce webinaire avec Sophie Descamps, qui fait également partie du point de contact national santé. Alors par contre, je vous demanderai de couper tous vos micros et bon, pour l'instant, la bande passante va bien, mais si on voit que ça fonctionne pas bien, les caméras également. Par contre, vous pourrez rallumer vos caméras lors des sessions de questions. Alors, au programme aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'accueillir Christine Chaumienne, qui est vice-chair du board d'experts de la mission cancer et qui pourra vous présenter justement ce qu'est vraiment cette mission cancer pour essayer de mieux l'appréhender et de mieux comprendre du coup ce que l'on entend et ce qu'il se cache derrière les appels à projets qui sont lancés par la mission, puisqu'effectivement cette mission, c'est un objet un peu particulier qui est nouveau dans Horizon Europe. Donc voilà, Christine Chaumienne nous donnera les clés pour bien comprendre les appels à projets de cette mission. Et puis ensuite, Sophie vous présentera l'ensemble des appels à projets de la mission cancer qui ont été lancés fin décembre par la Commission européenne. Donc ce sont les appels à projets 2021. Et donc on évoquera aussi les futurs appels 2022. Et puis je vous ferai un petit point sur les autres appels à cancer à venir dans les autres instruments de financement. Donc après chaque présentation, il y aura une session de questions-réponses, mais dans tous les cas, pendant les présentations, je vous invite déjà à poser vos questions dans le chat. Et donc si on peut y répondre directement, on le fera dans le chat, sinon vous aurez la possibilité de les poser après chaque présentation. Eh bien, nous allons pouvoir démarrer cette présentation. Donc, je voulais tout d'abord vous rappeler le rôle du point de contact national santé pour celles et ceux qui ne le savent pas encore. Donc, nous sommes une équipe de 4 personnes. Donc, Sophie Descamps, qui est là aujourd'hui, Vania Rosas, Catherine Tostin et moi-même. Vous pouvez nous contacter via le lien qui se trouve en bas de la slide. Et alors, je vais vous rappeler notre rôle qui est essentiellement de vous informer sur les opportunités de financement qui existent dans le cadre du programme Horizon Europe sur la partie santé. Donc à la fois les appels à projets qui sont ouverts, les modalités de fonctionnement du programme. Nous prenons aussi des rendez-vous avec les porteurs de projets afin de vous aider à identifier les appels à projets qui vous conviennent le mieux. Donc, pour nous joindre, je vous rappelle que donc vous pouvez utiliser le lien qui est sur la slide précédente. Ce qui est important, c'est que toutes les informations que l'on vous donne sont publiées sur le site horizon-europe.gouv.fr, dont vous avez le lien ici. Et via ce QR code, vous accédez directement au site santé. Et n'oubliez pas, si vous ne recevez pas les informations du PCN, de vous inscrire sur la liste de diffusion. Et toutes les semaines, tous les 15 jours, nous envoyons les dernières informations qui sont disponibles et qui sont susceptibles de vous intéresser en tant que futur porteur de projet ou en tant qu'accompagnant. Nous organisons également des formations. La prochaine formation sera sur le dashboard et puis nous en avons organisé également sur l'éthique sur les essais cliniques dans les projets européens.
et nous, autant que faire se peut, nous essayons de vous réorienter lorsqu'on n'identifie pas d'appel à projet qui vous conviennent, dans le programme santé, on vous réoriente vers d'autres sources de financement. En revanche, ce que nous ne faisons pas, c'est le montage de projets et la relecture des propositions, et ça, vous pouvez, demander, de l'aide, directement au sein de vos organismes. Voilà, sur ce, je vais passer, la parole à Christine Chaumienne, qui est, vice chair du mission board de la mission cancer et qui, nous fait l'honneur d'être présente aujourd'hui pour nous éclairer sur, ce qu'est cette mission, puisqu'elle a beaucoup contribué, à son élaboration. Christine, je te laisse la parole. Merci Virginie, bonjour à tous. Bon, je vois qu'il y a certains noms que je connais, puis surtout je pense que j'ai dû déjà un petit peu vous présenter, à l'initiative bien sûr de Virginie et de son groupe, ce qu'était la mission cancer. Mais comme l'a dit Virginie, j'ai préparé ma présentation justement pour vous donner à la fois les explications et puis surtout, j'espère, les clés pour pouvoir y répondre d'une manière un peu plus précise quand vous allez essayer avec vos chercheurs et autres de répondre aux appels d'offres. Alors, Virginie, tu les passes et je pense que les premières, tu vas pouvoir aller rapidement. Alors, donc, déjà, ce qui est important, c'est que les diapositives que je vais vous présenter sont des diapositives faites par la Commission européenne et DJ RTD. Bon, donc, c'est, je pense, des mots et des phrases qui sont probablement importantes à retenir. Donc voilà, donc en effet, il y a eu 5 missions qui ont été identifiées depuis 2018 comme étant une nécessité pour la recherche et l'innovation, d'apporter une manière différente d'appréhender la recherche et l'innovation pour pouvoir apporter aux citoyens, et j'y reviendrai, des solutions concrètes pour les défis importants que l'Union européenne et surtout les citoyens européens font face tous les jours de leur vie. Prochaine diapositive. Alors, comme l'a dit Virginie, c'est une approche nouvelle de programmation de la recherche. Ça repose essentiellement sur des économistes. Et donc, vous avez ici Mariana Mazzucato, économiste qui travaille essentiellement à Londres et qui a en effet utilisé, comme beaucoup d'économistes, ce modèle pour pouvoir en effet faire avancer de manière plus concrète la recherche et l'innovation. Donc, la Commission européenne, dans sa réflexion stratégique pour préparer Horizon Europe en 2018, a demandé à Mariana Mazzucato d'essayer de décliner cette approche mission pour Horizon Europe et donc pour la recherche et l'innovation au niveau de la Commission européenne. Elle a donc produit deux rapports qui sont, je pense, importants à lire quand on veut répondre aux appels d'offres et qui sont très courts et écrits très gros et ça va assez vite. Mais j'ai voulu quand même vous souligner quelques phrases qui sont importantes. Donc, comme je vous l'ai dit, ça doit apporter donc des solutions aux défis auxquels les personnes font face dans leur vie de tous les jours, que le but d'une mission, c'est de travailler de manière beaucoup plus rapprochée avec les citoyens et toutes les parties prenantes pour pouvoir définir donc des priorités de recherche. Et comme vous le verrez, étant donné qu'on doit, avec la mission et les actions mission, répondre à des défis sociétaux, et comme vous le connaissez, la difficulté et le temps nécessaire pour apporter des solutions concrètes quand on se lance dans la recherche et l'innovation, ce ne sont pas que des actions de recherche et d'innovation, c'est aussi beaucoup lié à des actions de mise en place de santé publique. Donc, c'est ce que veut dire le but not only. Donc, ce n'est pas que des priorités de recherche, mais de toute façon, donc le but, c'est que ça soit accessible de manière équitable à tous les pays de l'Union européenne et j'y reviendrai. Prochaine diapositive. Alors, donc ceci, donc ça c'est ce que moi je vous dis, ça c'est ce que dit la Commission européenne.
en résumé, mais c'est un petit peu ce que je vous ai dit. Donc, le do together, donc il faut vraiment arriver à démontrer dans la réponse aux actions que c'est un travail commun pour apporter donc une solution à une question qui est l'appel d'offres. Que bien sûr, il faut avoir, bon ça c'est comme toujours, hein, des objectifs ambitieux, mais il faut surtout, et donc ça c'est la définition de la mission, c'est qu'il faut apporter des résultats concrets pour 2030. Donc ça a été plutôt, et c'est plutôt disons, ce que nous, en tant que membres du board, nous devions apporter comme conseil à la Commission européenne, c'est les actions qu'on a suggérées. Comment est-ce qu'on pourrait y répondre avec des résultats concrets d'ici 2030? Mais je pense que c'est aussi important que dans la réponse aux actions, il y ait quelque part, disons, un leitmotiv assez concret de résultats. Je pense que le côté délivrable qui nous fait toujours, enfin, surtout moi, bondir quand je réponds à une action européenne, c'est vrai que ça devient, je pense, important. Une fois de plus, et j'arrêterai pas de le répéter, donc reconnecter avec les citoyens. Donc ça, déjà, ça veut dire que bah, on a connecté, mais on les a un peu abandonnés. Donc il faut reconnecter, et bien sûr au niveau de la Commission européenne. Bon, ce qui est aussi important, et c'est pour cela que les missions deviennent subitement quelque chose d'important et qui attire l'attention de beaucoup, c'est que depuis donc leur lancement des plans d'action des 5 missions, il y a eu donc un budget dédié aux missions, donc c'est un budget supplémentaire, et notamment pour le cancer, supplémentaire à ce que peut apporter EU for Health pour le plan cancer européen et les autres actions, y compris Horizon Europe. Ce qui est également important, et donc là, puisque j'ai la France en face de moi, comme vous le savez, quand on lance des actions de programmation de la recherche, on est bien sûr attendu par les gens qui nous ont donné le budget pour lancer ces actions. Et s'il n'y a pas des réponses positives, d'excellence aux actions qu'on lance, bah forcément, les financeurs ne nous donnent pas de l'argent pour après. Donc là, c'est pour les 3 prochaines années. Enfin, donc c'est à partir de maintenant, ça a un peu commencé. Mais c'est vrai que, voilà, disons, si je me mets à la place de la Commission européenne et de DG RTD, on est attendu d'ici 3 ans si on n'a pas utilisé cet argent correctement avec une démonstration de la valeur ajoutée d'un financement pour des actions en mission, ben forcément, ça va mettre en jeu les financements futurs et donc forcément la recherche sur le cancer. Prochaine diapositive. Alors, tu sors tout, ce qu'il y a sur la diapositive, Virginie. Alors là, ce que j'ai simplement voulu vous souligner dans cette diapositive, il y a encore un autre truc en bas. Bon, donc ce qui sera aussi important, c'est que, étant donné que c'est nouveau, ça demande la mise en place d'une gouvernance différente, puisque normalement, on met beaucoup de personnes autour de la table et bien sûr les citoyens à un moment donné. Bon. Donc ce côté de new forms, il faudra aussi qu'il apparaisse dans les réponses. Et c'est redit plusieurs fois, c'est que les missions sont là aussi pour appuyer d'autres initiatives européennes. Donc forcément pour le cancer, on a le Europe Beating Cancer Plan, mais il y a aussi bien sûr le Digital Age, bon pourquoi pas les Rural Areas et le Green Deal si on veut aussi aller sur la santé en général. Mais bon, l'importance de cette diapositive, c'est aussi de faire le lien avec d'autres initiatives européennes qui existent déjà, donc ils aiment bien qu'on soit au courant quand même de ce qu'ils font. Et dans l'encadré en orange, ce que moi j'ai souligné, ça fait partie de la définition du concept mission, c'est qu'il faut plusieurs actions, donc un portfolio d'actions pour pouvoir en effet, qui doivent être menées simultanément pour pouvoir apporter une réponse forcément aux défis des citoyens. Voilà, donc ces mots sont, je pense, voilà, les petites choses que je voulais vous souligner. Prochaine diapositive. Alors là, on va rentrer donc un petit peu plus en détail sur le cancer. Prochaine diapositive. Alors, donc une fois que finalement l'idée avait été lancée en 2018 qu'il
fallait mettre en place le concept de mission dans Horizon Europe. Donc, les 5 missions ont été, disons, lancées. Il y avait donc un board de 15 membres qui a été donc mis en place pour les 5 missions et donc notre travail à partir de 2019 a été de répondre en effet aux critères d'une mission et de proposer donc à DJ RTD un certain nombre de recommandations pour pouvoir lancer leurs actions missions. Nous avons donc réfléchi, récolté le plus, disons, d'informations possibles, non seulement avec des citoyens et des patients, mais bien sûr avec toutes les parties prenantes qui, bien sûr, travaillent autour du cancer. Et donc, je peux vous dire que ici en France, à Biézan, l'INCa, il y a un certain nombre de directeurs d'unités de recherche sur le cancer qui avaient été disons, qui avaient été sollicités par ITMO Cancer, ont bien sûr aussi donné un certain nombre d'avis qui ont été pris en compte, bon, juste un petit peu pour la partie française. Il y avait aussi ARIS, qui est l'Alliance de recherche des industries de santé, qui avait également donné des informations et des recommandations. Donc, nous avons donc pondu donc, un rapport de 30 pages que nous avons déposé donc en même temps que les autres 4 missions, donc à Maria Gabrielle, qui est la commissaire de DGRTD. Et donc, ce document, qui fait une trentaine de pages, donc assez facile à lire, avec des petits résumés, a été la base, donc en effet, des actions que vous voyez maintenant sortir, et également du Europe's Beating Cancer Plan, puisque à chacune de nos réunions mensuelles ou plus, nous avions à la fois DJ Santé à l'origine du Beating Cancer Plan, mais également donc DJ RTD avec nous. Alors la définition donc de la mission demande encore un petit peu, on revient un petit peu en arrière, Virginie, pour que je décrive ma petite maison. Voilà. Donc, la définition d'une mission, c'est d'avoir un objectif concret, quantitatif et également dans le temps. Donc, nous avions, nous, défini que nous pourrions sauver la vie de plus de 3 millions de personnes en s'appuyant sur des données statistiques qui permettaient surtout de compter sur les 40% de cancers qui étaient préventables. Pas très français, ça ne rien. Bon. Et bien sûr, d'avoir des vies plus longues et de meilleure qualité, et donc tout ceci d'ici 2030. Bon. Les commissaires ont trouvé qu'on charriait un petit peu de vouloir sauver des vies. Donc, la définition actuelle, c'est d'améliorer la vie et la prolonger pour 3 millions. Je trouvais que de sauver, c'était quand même beaucoup. Enfin bon, donc nous, on avait dit sauver, ça a un petit peu changé. Alors, en fait, la maison, elle tient avec 2 étages et un toit et 3 piliers. Donc, un étage qui est le socle, c'est bien sûr de comprendre, et surtout de comprendre les cancers qu'on ne comprend pas et qui sont donc de faibles pronostics, de mauvais pronostics et très rares surtout, quel que soit l'âge. Prévenir tout ce qui est qu'on peut prévenir, optimiser les diagnostics et les traitements, améliorer la qualité de vie non seulement des patients, mais de ceux qui s'en occupent et bien sûr des survivants après un cancer. Et comme on est au niveau de la Commission européenne, bien sûr, avec un accès pour tous à ces améliorations. Donc, pour ces 5 zones d'intervention qui, pour nous, maintenant, alors on est entre nous, je voudrais regarder qui est là. Bon, enfin bon, les gens me connaissent. Bon, donc la maison, elle vient de moi. Bon, et en fait, maintenant, on se rend compte que finalement, moi, je suis assez fière parce qu'on peut dire que si ce qu'on voulait, nous, au niveau des experts, c'est qu'il faut que toutes les éléments de la maison soient développés avec le même intérêt et la même force. Ou sinon, la maison, en gros, elle se casse la figure et le toit, bien sûr, disparaît. Donc, pour nous, il a fallu un petit peu qu'on se batte. On voulait que les actions soient menées de manière équitable, quel que soit l'étage ou quel que soit le pilier, pour en effet qu'on puisse répondre à notre but. Pour y arriver, donc, on a mis en exergue, disons, 13 recommandations. Donc, prochaine diapositive. Et donc, ces 13 recommandations que vous avez déjà
pu voir vont, disons, progressivement être le socle. Et donc, je suis assez contente de voir que c'est vrai. Le socle à la fois du programme et des actions du plan Cancer Europe, puisque certaines, vous le verrez bien, de ces actions sont loin d'être des actions de recherche, hein. La 3, là, qui est permettre en effet de l'implémentation des stratégies et des policies de la prévention, ça n'est pas de la recherche, sauf si on veut mettre, disons, de la recherche pour savoir comment convaincre les ministères pour pouvoir mettre en place un certain nombre d'actions et de recommandations qui sont déjà écrites noir sur blanc, mais qui ne sont pas implémentées dans les pays. Voilà, bon, mais donc, ce n'est pas forcément en effet des actions de recherche et d'innovation à 100%. Prochaine diapositive, parce que je reviendrai après sur les exemples. Voilà, donc on a un certain nombre d'actions. Alors, les actions sont à la fois des actions qui peuvent éventuellement, enfin, ces recommandations doivent en effet s'appuyer sur des actions. Par exemple, nous, on a des tableaux Excel qui correspondent à chaque recommandation et qui peuvent aller jusqu'à 5 actions ou 80 actions. Donc, plusieurs actions peuvent répondre à nos recommandations. La seule chose que, une fois de plus, et puis je vais le répéter plusieurs fois, c'est que, on le verra tout à l'heure, les actions qui sortent ont un lien forcément avec ces recommandations. Et donc, la manière dont donc, très souvent, dans la rédaction de l'appel d'offres que je lis, je retrouve des phrases qui viennent bien sûr de nos recommandations. C'est important aussi, quand on y répond, de connaître bien les recommandations qui ont été à l'origine de ces actions. Donc, une fois de plus, de lire le rapport. Prochaine diapositive. Alors, une fois qu'on a fait notre travail donc, et qu'on a déposé notre document en septembre 2020, ensuite, ça a été essentiellement donc DGRTD qui a travaillé pour mettre en place donc le implementation plan de chaque mission à partir des recommandations que les boards leur avaient transmis le septembre précédent. Et c'est ce document aussi qui, bon, donc pour vous qui êtes plus habitués en effet à la manière de travailler de la Commission européenne et de Horizon Europe, de GRTD, donc vous verrez qu'il y a un certain nombre d'exemples euh, de liens, bien sûr, aux recommandations, mais d'un lien plus précis avec les actions qui sortent, et surtout avec des exemples de partenaires que eux suggèrent pour pouvoir permettre de répondre à ces actions. Donc, et il y a tout un paragraphe sur les synergies, un paragraphe bien sûr international, et donc, et pour chaque, disons, chapitre, il y a donc les personnes qui doivent être impliquées dans la réponse. Voilà, donc c'est juste parfois de bien s'assurer qu'on a les bonnes personnes avec soi quand on fait la réponse. Et donc là également, donc c'est un document qui est téléchargeable en ligne et que vous pouvez lire. Donc là, ce que je vous montre, c'est il y a un document pour les 5 missions qui est global, mais chaque mission a publié un implementation plan en septembre 2021. Prochaine diapositive. Alors, donc là, ça rentre déjà un petit peu plus dans le vif du sujet et Sophie va vous les détailler, mais c'est la diapositive de DGRTD que je vous montre là. Et donc, c'est simplement pour vous montrer les actions qui commencent à sortir déjà en lien avec nos recommandations. Donc, en clair, là à droite, parce qu'il est déjà sorti et il a déjà même été sélectionné, c'est un appel d'offres de CSA, donc pour pouvoir mettre en place le cadre de fonctionnement de la plateforme Uncan EU. Et donc, je vous en parlais un petit peu tout à l'heure. Pour la partie qualité de vie, donc c'est pouvoir définir des mesures, des nouvelles mesures, d'évaluer la qualité de vie des patients et des survivants avec un cancer. Donc là, nous avions vraiment appuyé sur le fait que les questionnaires de qualité de vie actuels étaient vraiment désuets et ne correspondaient pas vraiment aux besoins
des patients et des patients survivants à un cancer et que donc il fallait déjà collecter avec ces patients et ces survivants les disons, des qualités, des définitions dont ils avaient besoin pour pouvoir en effet après ça définir des questionnaires pour que quand on allait lancer des actions d'amélioration de la qualité de vie, on pouvait en effet avoir des mesures fiables pour pouvoir comparer. Tout en bas à droite, donc également quelque chose qu'on avait voulu soutenir d'une manière importante, c'est que travailler sur les cellules cancéreuses demandait également à devoir travailler sur les cellules normales, puisqu'on pensait qu'il n'y avait pas suffisamment de financement sur bon, l'organogénèse, l'embryogénèse, mais également sur qu'est-ce qu'était par exemple une cellule souche de la prostate ou de la vessie. Ce n'était pas forcément des domaines de recherche qui étaient privilégiés par les chercheurs et qu'il fallait soutenir en même temps. Et puis à gauche, je ne vois plus très bien, ah oui, c'est lancer en effet des techniques nouvelles de screening et de détection précoce des cancers. Voilà, donc là, vous avez en haut à gauche donc, le budget qui est lancé juste pour pour ces premières actions. Prochaine diapositive. Alors donc, donc si vous faisiez, alors j'ai oublié, c'était 1,82, je sais pas quoi, 98 milliards et donc si vous divisez pour les 3 ans, si vous divisez pour les 5 missions, si vous divisez par 5, donc vous avez 378 millions pour la mission cancer pour les 3 ans. Bon là, vous avez résumé donc en effet les piliers que je vous ai dit. Que voilà, qu'il fallait vraiment s'appuyer sur high level collaboration et donc voilà ce que eux mettent en avant. Donc la plateforme UNCAN, le réseau des infrastructures de recherche et le centre digital européen du patient atteint d'un cancer que je vous expliquerai puisque eux l'ont mis et ils le soutiennent comme étant très important à la fois pour la mission cancer mais aussi pour le plan cancer. Prochaine diapositive. Alors là, MeToo, petit machin. Voilà, donc là, ce que je vous ai résumé, voilà, ça doit être bon. Non, on revient en arrière. Voilà. Donc là, ce que je vous ai résumé, c'est ce que vous allez voir, mais Sophie va vous les expliquer. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est des roses pâles. Il y en a un qui doit être rose pâle, mais qui sort orange pâle. C'est aussi des actions qui ont été déjà lancées et financées par le plan Cancer Europe, qui sont en lien forcément avec nos recommandations. Alors, il y en a plus, bon, pour plein de raisons, mais surtout, c'est parce qu'eux, ils ont commencé à lancer leurs actions déjà depuis février, alors que la mission cancer, il fallait quand même que les missions soient financées et elles n'ont été financées qu'à partir de septembre de l'année dernière. Et donc là, vous voyez donc en orange ce que je vous ai dit sur les actions qui sont sorties sur Understand, le screening et la qualité de vie. Prochaine diapositive. Alors, ça, c'est un résumé, pas de moi, hein, donc j'avais essayé de faire un autre schéma, mais ils n'ont pas retenu mon schéma, donc celui-là, j'ai un peu de mal à le comprendre. Mais bon, donc ça, c'est la manière dont la Commission européenne et DGRTD aimeraient bien qu'on travaille pour cette plateforme UNCAN. Alors, la plateforme UNCAN, donc dans notre rapport de recommandation, donc elle a un résumé très précis. En gros, le but, comme vous voyez, il y a plein de choses qui tournent et tout ça va vers un centre avec le mot data et le mot échantillon là que vous voyez en bleu au milieu. L'idée de UNCAN, c'est d'avoir une plateforme qui réunit toutes les informations que l'on peut avoir sur le cancer, des informations qui sont soit des données patients, mais qui peuvent être des échantillons, qui peuvent être de l'expertise, qui peuvent être des centres de recherche particuliers sur un domaine, des ERL parce que ce sont des centres de référence. Voilà. Bon, en gros, c'est d'avoir un endroit qui collecte les formations qui existent. C'est important pour pouvoir, dans les demandes, on l'espère, futures, de recherche ou de besoins sur le cancer, la plateforme va dire, voilà ce qui existe pour vous aider à répondre à ces questions. Ce qui est important aussi, c'est que quand on définira, et on l'a déjà défini, là où des questions pour lesquelles il n'existe pas de l'information ou de l'expertise, le but sera là, sur recommandation
la gouvernance de cette plateforme, de pouvoir initier des soutiens à la fois en centre de recherche, en chercheurs, en moyens, pour pouvoir développer des endroits où on n'est pas compétent, où il n'existe pas l'expertise pour répondre aux questions que l'on se pose. Alors, la France a été coordinatrice de la réponse à cet appel d'offres, avec, je pense, actuellement plus d'une vingtaine d'États membres qui ont rejoint cette. Oula, c'est moi ça? Non, je vais le remettre. Je ne sais pas pourquoi la présentation a disparu. Bon, tant que c'est pas moi, ça va. Alors, pendant que Virginie trouve les diapositives, donc la plateforme est lancée et donc elle a 1 an pour définir la méthodologie pour pouvoir répondre. Et bien sûr, une des questions les plus importantes qui est demandée à cette plateforme, c'est de pouvoir essayer de trouver un moyen simple pour pouvoir partager les données. Donc ça, c'est une chose puisque ça semble bloquer beaucoup la recherche. Et puis aussi, quand on dit données, c'est à la fois collecter ou savoir où se trouvent les échantillons et les expertises organoïdes ou autres qui permettent de répondre à cette question. Aux questions. Voilà, donc la prochaine diapositive, donc, ça rejoint le soin, mais vous allez le voir, pour pouvoir en effet avoir une excellence des soins, donc au niveau des centres anticancéreux qu'ils appellent les Comprehensive Cancer Center et qui sont sous, disons, les actions du plan Cancer Europe avec un réseau justement pour pouvoir accréditer et travailler ensemble au niveau de ces centres anticancéreux. On a voulu, nous, plutôt au niveau de la recherche et de l'innovation, donc c'est à gauche, donc c'est un réseau d'infrastructures de centres anticancéreux. Et ce qu'on a voulu mettre sous le mot infrastructure, c'est un peu comme ce qu'on a en France sur le cancer. Et donc, si vous êtes là, c'est que vous devez en grande partie les connaître. Donc, c'est les CIRIC. Donc, dans le mot infrastructure, on a voulu retrouver ce qu'on a au niveau des CIRIC, c'est-à-dire l'intégration dans ces centres anticancéreux de la recherche, de l'innovation et des universités de la formation. Et bien sûr aussi, quand je parle d'innovation, donc les startups et autres, disons, instruments qui permettent de faire aussi avancer la recherche. Et donc, pour nous, ceci permet donc de pouvoir apporter une intégration, disons, plus efficace et un accès, bien sûr, à l'innovation pour les patients qui sont dans ces centres anticancéreux. Donc, tous les centres anticancéreux n'ont pas forcément la vocation à être une infrastructure de recherche et de soins en cancérologie. Mais ce qu'on met dans notre recommandation, c'est qu'on aimerait qu'il y en ait au moins un dans chaque État membre. Et surtout, on appuie sur le fait qu'il faut qu'il y ait un réseau de ces centres d'infrastructure. Prochaine diapositive. Et donc là, ça doit être, voilà, donc là, ça rejoint un petit peu plus. Donc il va y avoir donc un lancement d'un appel d'offres, donc qui est le 1, qui va donc un peu comme la CSA pour Uncanny, donc qui va définir un petit peu comment doit fonctionner donc ce réseau de CCI. Et ensuite, donc, ce sont ces CCI qui, en haut, vont pouvoir en effet permettre donc aux pays plutôt de l'Est de l'Europe de pouvoir en effet devenir des CCI accrédités, de pouvoir surtout à l'échelle nationale donc créer un réseau de ces CCI et ensuite d'ouvrir à partir des réseaux nationaux de CCI, bien sûr des réseaux au niveau de l'Europe. Et donc, en dessous, vous avez le fait que c'est au travers de ces réseaux et ces centres d'infrastructures de cancer qu'on va pouvoir, en effet, vous voyez, améliorer la recherche, l'innovation et implémenter la recherche, l'éducation, et bien sûr de pouvoir fournir des données de qualité à la fois pour la plateforme Uncanny
et j'y reviendrai sur le centre digital des patients. Et donc à droite, ceci permettra d'avoir à la fois une excellence de meilleures pratiques en soins, mais aussi en recherche et aussi en formation, et de pouvoir donner un accès équitable à tout cela au travers de tous les États membres. Prochaine diapositive. Alors là, c'est quelque chose dont on n'a encore pas beaucoup parlé. Le mot existe, mais au moins en ce qui me concerne, moi, j'ai jamais tellement eu l'occasion d'en parler. Donc, ça va être dans le futur. C'est inscrit au niveau du plan Cancer Europe. C'est également inscrit dans l'implémentation de la mission Cancer et en gros, ça vient de nous. Bon. Alors, ça vient de nous, mais forcément, étant donné que les experts étaient déjà avec d'autres liens dans leur réseau, c'est forcément des idées qui ne sont pas tout à fait nouvelles. Ce qu'on a voulu faire ici, c'est de représenter, alors une fois de plus, une maison, mais ce n'est pas moi qui ai fait la maison. Et donc, la maison, en fait, représente donc le centre digital du patient atteint d'un cancer. Et donc, c'est lui qui a sa maison. Bon, alors, ça peut être un site web, ça peut être une application. Dans ce site web, donc dans ce centre digital, il va trouver donc dans cette maison différentes pièces, et dans chaque pièce, c'est à chaque patient et à chaque pays de remplir, disons, la maison avec le mobilier et les décorations nécessaires et adaptées au patient, à son cancer et au pays dans lequel il vit. Alors, dans un premier temps, ça doit être bien sûr un outil pour le patient. Et parfois, c'est un petit peu déformé parce que les gens pensent que ça va être un outil pour la recherche parce que le patient va pouvoir partager ses données. Dans un premier temps, ça rentre dans la qualité de vie du patient, c'est pour lui. Donc, pour lui, ça veut dire que ça va lui donner la possibilité de manager son cancer. Donc, il va avoir, et ça existe déjà dans différents centres en France et en Europe, la possibilité d'avoir accès à sa maladie, à l'histoire de sa maladie, à ses hospitalisations, à ses comptes rendus, à ses résultats de scanner, etc. Donc, ça lui permet, par exemple, quand il va voir son médecin, d'avoir son résultat parce que le médecin, il cherche partout et il n'a toujours pas reçu le compte rendu. Bon, donc, c'est lui qui a les éléments nécessaires pour pouvoir, en effet, organiser et suivre sa maladie. Il a également aussi la possibilité, dans une autre pièce, d'avoir les informations dont il a besoin pour pouvoir suivre sa maladie, la recherche qui en est liée, les centres d'expertise qui sont capables, en effet, de lui apporter des informations, etc. Donc, c'est aussi pour lui d'avoir accès à des informations sur son cancer. Ça lui permettra aussi d'avoir accès à des informations, j'allais dire, plus terre à terre, sur la possibilité de pouvoir trouver des facilités pour emprunter, se faire rembourser. Voilà. Donc, c'est vraiment, chaque pièce est là pour apporter une aide au patient pour pouvoir, en effet, s'occuper de sa maladie et de sa personne. Et puis, donc c'est en bas à droite, une fois que toutes ces données-là sont, disons, entre les mains du patient, s'il veut participer à la définition de recherche qui pourrait éventuellement améliorer sa qualité de vie et sa vie, ou de répondre à des recherches extérieures, il pourra à partir de ce moment-là donc partager ses propres données. Voilà, donc c'est une manière un petit peu différente de faire participer le patient à des besoins de recherche, en ayant lui-même déjà dans un premier temps accès à ces données. Mais la première, disons, priorité pour avoir accès à ces données, c'est qu'il puisse en effet manager sa vie plus facilement. Prochaine diapositive. Donc là, c'est à peu près juste la même chose. C'est qu'en gros, donc, comme on est dans un exchange data, forcément, donc ça rentre dans la mission de la Commission européenne du Health Data Space. Et bien sûr, vous voyez que ce centre va pouvoir avoir un lien avec différents types de structures que la Commission européenne met également en avant. Prochaine diapositive, et donc là, j'arrive à la fin.
Voilà, donc je vous rappelle qu'il y a 3 documents, que si, quelqu'un veut faire, une réponse à un appel d'offres, que je conseille vraiment de lire. Donc, le document en haut à gauche de Mariana Mazzucato, et je vous ai ressorti les phrases qui me paraissaient importantes. Les 2 documents de la mission cancer, nos recommandations et celles de l'implémentation, et donc voilà les mots quand même que la Commission européenne et l'IG Santé, RTD ont mis en avant pour les actions de la mission: innovation, risk taking. Alors ça, je prends ça avec des pincettes. C'est la définition des actions d'une mission, c'est qu'elles doivent permettre de prendre des risques. Bon, je ne sais pas très bien comment se fera l'évaluation après coup, des dossiers et des dossiers qui sont à risque. Enfin bon, ça rentre dans la définition. Voilà, donc ils l'ont écrit. Forcément, de montrer à un moment donné que les actions ont été co-construites avec, des citoyens ou des patients, et bien sûr démontrer à la fin, ou démontrer en s'entourant, du maximum, disons, d'exemples potentiels d'autres États membres, de montrer que les résultats de cette recherche, et de ce programme, auquel vous allez, vous atteler, apportera un accès équitable à tous les États membres et à tous les citoyens. Donc forcément, il ne faut pas qu'il y ait 27, disons, représentants dans la réponse à l'appel d'offres. Le chiffre habituel suffit, mais il faut quelque part dire que c'est un pilote, et qui permettra de toute façon de pouvoir être implémenté dans d'autres États membres et pour d'autres patients européens, pas simplement ceux qui ont, disons, déposé l'appel d'offres, la réponse à l'appel d'offres. Bon, je pense que c'est tout, Virginie. Bah, un grand merci Christine, vraiment c'est vraiment, hyper intéressant d'avoir une vision de ce qu'est la mission, parce que je pense que pour répondre aux appels à projets qui sont lancés par la mission, il faut vraiment, qu'on ait en tête l'objectif. Donc, c'est un grand merci pour cette, présentation. On voit bien le lien entre le programme, enfin de la mission qui va lancer des appels, et puis l'autre programme EU4Health qui va lancer aussi des appels, mais qui ne sont pas des appels de recherche. On a bien compris aussi que les citoyens devaient être très impliqués dans les missions. D'ailleurs, je voulais rappeler que ça rentre dans le cadre de la PFUE, de la présidence française, de l'Union européenne. Il y a une conférence de haut niveau qui est organisée sur l'engagement citoyen dans les missions européennes. Donc, c'est une réunion qui est organisée le 21 mars, à laquelle Christine Chaumienne est bien sûr, dans laquelle tu es bien impliquée. Et donc il y aura une partie sur le cancer. Je vais laisser la parole, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Donc, est-ce que vous avez des conseils pour le premier appel à projet de la mission? Christine, est-ce que tu as des conseils, au-delà des informations que tu as déjà données? Non, non, pas plus. Je veux dire, comme je vous l'ai dit, les premiers appels, c'est vraiment. Alors, je pense que c'est sur les diapos de Sophie, hein, donc on y reviendra éventuellement avec les diapos de Sophie qui sont plus explicites. Une fois de plus, tous les mots sont importants. Donc, je sais par exemple pour celui, si je me rappelle bien, du screening, de la détection, enfin Sophie, on verra, ils appuient bien que c'est de niveau TLR4, hein, donc c'est vraiment de la préclinique, mais bien précise. Non, il faut simplement, franchement, essayer d'être innovant. En fait, il faut montrer, je ne sais pas comment faire, hein, je préfère le dire que je préfère avoir les idées que de répondre à mes appels d'offres. Mais c'est vrai, il faut essayer de trouver la valeur ajoutée de la mission. Donc, il faut arriver à démontrer dans la manière dont vous allez répondre, c'est pas une réponse à un appel d'offres standard d'Horizon Europe. Alors, c'est pas forcément facile à trouver. Je pense qu'on le fait peut-être le plus facilement en s'appuyant sur les documents que je vous dis de relire, parce que je pense que cette méthodologie et cette approche-là qu'il faut essayer de faire passer simplement dans les 2 ou 3 premiers paragraphes, hein. Après ça, forcément, c'est comme d'habitude, mais voilà. Et n'oubliez pas, donc quand même, il ne faut pas oublier d'arriver à démontrer, mais c'est un peu tard, hein, puisque la réponse, c'est dans quelques mois, je pense, à quelque chose près, de démontrer qu'il y a eu une co-construction.
et co-construction notamment. Et donc, par exemple, pour les screenings donc, qui sont dans l'appel d'offres actuel, screening, c'est dépistage. Quelque part, il faut qu'il y ait des citoyens quelque part. Le dépistage, c'est un citoyen, c'est pas un patient. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire de plus. Hein. OK, donc j'avais juste il y a une deuxième question dans le ch non, c'est bon, c'est OK, ça vient d'être, Yes, voilà, oui, répondu visiblement. OK. voilà. Bon, bah, merci encore Christine. Je pense que tu restes avec nous Oui, jusqu'à oui, la je fin de la reste avec réunion? vous. Voilà, oui, jusqu'à OK, avec vous, donc je reste avec n'hésitez vous. pas s'il y a d'autres, voilà, s'il y a d'autres questions. On va passer maintenant, à la 2e partie. Donc Sophie va nous présenter, les appels à projets très concrètement, de cette mission. Même si Christine a commencé à en parler, c'est important de revenir dessus et regarder un peu plus dans le détail ce qui est demandé. Donc Sophie, je te laisse la parole. Bonjour, alors je vais essayer de prendre le contrôle. Je pense que tu dois pouvoir passer les slides là, non? OK, je pense que c'est bon. Donc avant de passer aux appels à projets, je voulais juste rappeler quelques règles. Bon, ça concerne aussi le cluster santé parce que voilà, il peut y avoir des appels à projets aussi qui concernent le cancer dans le cluster santé. Donc vous avez bien compris que l'objectif donc c'est de monter un consortium de partenaires qui va permettre de répondre à cet appel, qu'on a toujours un coordinateur et un ensemble de bénéficiaires, et la règle que ce soit Mission Cancer, Cluster Santé, on est toujours sur un consortium constitué d'au moins 3 entités légales, de 3 États membres ou États associés différents, et il faut qu'au moins l'une de ces entités soit établie dans un État membre. Donc, comme on est en France, ça fonctionne. Et comme d'habitude, toute entité légale peut participer, que vous soyez un organisme de recherche, une université, une association de patients, une entreprise privée, une région, que sais-je. Un petit rappel également sur la coopération internationale et les pays qui sont éligibles au financement ou non. Donc, évidemment, les 27 États membres sont directement éligibles au financement. Ensuite, il y a un certain nombre d'États associés. Donc, normalement, sur le lien, vous aurez les slides, il y a la liste qui est à jour. Donc, il y a des associations qui sont déjà finalisées et sécurisées, comme la Norvège, l'Islande, l'Ukraine, etc. On est toujours sur une négociation en cours pour les Britanniques. Donc, attention, vous pouvez les ajouter dans vos consortiums parce que normalement, l'association devrait être effective. Et si elle ne l'est pas, le Trésor britannique financera ses équipes. Mais attention de ne pas les prévoir dans les 3 minimums, au cas où ils ne sont pas associés et que votre éligibilité soit sauvegardée. Donc, toujours avoir les Britanniques en minimum 4e pays, si jamais vous les avez. Vous savez peut-être que les partenaires US sont éligibles dans le cluster santé. Pour ceux qui ont l'habitude, attention, les partenaires US ne sont pas éligibles automatiquement au financement dans la mission cancer. Parce que c'est un accord qui est valable uniquement pour le programme de travail cluster santé. La mission cancer est un autre programme de travail, donc ils ne sont pas éligibles au financement. Et ensuite, donc, il y a les pays tiers, je n'ai pas mentionné. Ça, c'est classique. La liste des pays à faible moyen revenu pour lesquels la Commission va automatiquement financer. Et pour tous les autres pays, alors il y a certains mécanismes de cofinancement qui étaient en place dans H2020. Pour l'instant, on n'a pas tellement d'informations pour savoir si c'est reconduit dans Horizon Europe. Donc, à vous renseigner au cas par cas auprès de vos collègues en fonction du pays dans lequel ils sont établis. Et je vois qu'il y a une question sur la Suisse. Donc, en effet, la Suisse est un pays tiers qui n'est pas financé par la Commission européenne et qui ne compte donc pas dans les 3 pays membres associés minimum pour la règle d'éligibilité. Les négociations avaient été entamées pour une association, mais pour l'instant, c'est arrêté. Donc, c'est pas exclu qu'ils soient associés plus tard, mais en tout cas, ils ne le sont pas maintenant. Par contre, pareil, la Suisse prévoit, il me semble, un financement au moins pour 2022, un financement pour ces équipes qui seraient lauréates en tant que partenaires d'un projet européen. Donc pareil, à discuter avec eux, vous pouvez les associer, mais ils ne recevront pas le financement de la Commission.
Voilà pour les pays. Ensuite, pour la structure du programme de travail, on reste sur la structure qu'on a déjà retrouvée dans le cluster santé, donc avec le topic qui va toujours commencer par la partie outcome, et ça c'est très important, quel est l'objectif du topic, et les résultats de votre projet devront y contribuer à court et moyen terme, et c'est ce que vous devrez démontrer dans la partie impact, comment les résultats du projet vont effectivement contribuer à ces outcomes qui sont attendus. Et ensuite, vous avez le scope, et comme Christine vous a dit, c'est important de répondre à tous les mots. Et enfin, en termes de règles de participation, les types d'actions, c'est important. Donc, les REA, Research and Innovation Action, on sera sur des projets de recherche fondamentale et appliquée classiques. On a un taux de financement européen à 100%. Les actions d'innovation qui vont être plus proches du marché, et là, on aura un taux de financement qui est réduit à 70% pour les entités privées. Et également des CSA, des actions de coordination et de soutien. On est sur du taux de financement à 100%. Dans la mission cancer actuellement, on a des RIA et des CSA. Pour l'instant, il n'y a pas de IA. Voilà, donc comme Christine a déjà pas mal parlé des appels, je voulais vous présenter, elle vous a notamment parlé du plan d'implémentation de la mission cancer. Et en fait, là, j'ai repris cette structure. Il est très intéressant, ce plan. Si vous ne l'avez pas déjà lu, je vous invite vraiment à le faire parce qu'en fait, il met vraiment les actions qui sont prévues sur un temps assez long. Et vous voyez, ça va jusqu'à 2030 dans chacun de ces fameux piliers de la maison ainsi que les fondations et les toits. Du coup, dans le premier pilier qui est améliorer la compréhension du cancer, donc il y a 4 actions qui sont prévues. Et donc, chacune de ces actions va donner lieu à un ou plusieurs appels à projets en fonction de ce qui est pertinent. Donc, l'action 1, elle a déjà été faite. Christine vous a présenté cette CSA qui est lancée, ANCAN. L'action 2, c'est l'appel qui vise à comprendre la transition pour une cellule saine à une cellule cancéreuse, je vais y revenir. Et les actions 3 et 4 donc, viendront plus tard, mais c'est important de savoir qu'elles viendront plus tard. Si jamais vous n'êtes pas intéressé par les appels actuels, vous pouvez déjà commencer à éventuellement structurer votre réseau ou le solidifier en vue d'un potentiel appel. Alors, pour l'instant, dans le plan d'implémentation, ça reste assez large, mais comme l'a dit Christine, vous pouvez aussi aller voir le rapport sur les recommandations. Ça vous permettra d'avoir une idée quand même de la thématique globale. Pour les prochaines années, à partir de 2023, il y aura des appels sur la compréhension du cancer au niveau de l'interaction tumeur-patient, par exemple, et également le rôle de la génétique dans le cancer. Donc voilà ce qui est pour la compréhension du cancer, et donc en particulier l'appel qui est actuellement ouvert. Donc c'est une meilleure compréhension de l'impact des facteurs de risque et des déterminants de santé sur le développement et la progression des cancers. La deadline est au 26 avril 2022. On a un budget global de 55 millions d'euros pour un budget par projet de 4 à 15 millions. Donc c'est très large. Ça, on n'a pas l'habitude d'une fourchette aussi large dans les appels à projets de la Commission. Mais j'imagine que voilà, ça veut dire qu'on peut déposer des projets de typologie assez différentes. Donc l'idée ici, c'est vraiment de comprendre ces facteurs de risque et les déterminants qui vont impacter le développement et la progression du cancer. Dans les points clés, mais ici c'est quand même assez résumé, il faut vraiment lire le texte en détail. Donc effectivement développer une compréhension systématique des process cellulaires, des procédés cellulaires, et également mentionner dans l'appel qu'il faut s'appuyer sur l'accès à des cohortes, des biobanques, des registres, enfin vraiment beaucoup de données, et donc d'analyser et intégrer ces données de haute qualité en utilisant, pourquoi pas, les outils digitaux et l'intelligence artificielle actuelle. Le deuxième pilier, donc, c'est la prévention, et notamment aussi le screening et la détection précoce. Donc, dans les actions qui concernent la prévention, il y a des choses qui vont être plutôt développées dans le cadre du plan cancer, qui ne vont pas forcément donner lieu à un appel à projet de recherche qui vous intéresse directement, comme l'a expliqué Christine en introduction. Donc, il y a des choses sur un One-Stop Cancer Center. Il y a également des actions sur améliorer l'innovation pour l'évaluation du risque, notamment
les risques chimiques, les risques de l'environnement ou au travail, en lien notamment avec le partenariat sur cette thématique. Il y a également l'action 3 qui est la recherche pour la mise en œuvre d'interventions de prévention. Et ça fait partie des appels qui sortiront plus tard avec une deadline en septembre. On fera un résumé à la fin. Et une action 4 qui va moins nous concerner sur les synergies entre les missions. Pour la partie screening et détection, là, on a 3 grandes actions. Donc la première qui sera, vous voyez, à partir de 2024 sur l'optimisation et l'amélioration d'accès aux programmes de screening existants. Et celle qui nous intéresse pour les appels d'avril, c'est le développement de nouvelles méthodes et technologies pour le screening et la détection précoce. Et ensuite, à un horizon plus lointain, il y aura probablement, a priori, des appels sur le développement de tests et de prédicteurs précoces, donc avant le stade symptomatique. Pour ce qui est donc de l'appel qui est ouvert jusqu'au 26 avril, ici on est sur développer des méthodes non invasives ou très minimalement invasives, de screening ou de détection pour la pratique médicale quotidienne, que ce soit et dans les programmes de screening basés sur la population. On a un budget total de 60 millions avec, encore une fois, des budgets par projet indiqués de 4 à 15 millions. Donc, encore une fois, des projets de typologie assez différentes. Ici, c'est particulièrement précisé que les projets doivent démarrer au TRL 4, donc c'est-à-dire une preuve de concept en laboratoire. Et l'objectif du projet sera de développer et de valider ces nouvelles méthodologies. Qui comprennent notamment ce qu'ils appellent le diagnostic intégré et qui peut être basé sur des technologies variées. Et donc, il faudra évaluer le potentiel de l'adoption de ces méthodes dans les systèmes de santé. Donc, typiquement, il y a la partie ici développement de techno, mais il faudra inclure des partenaires des systèmes de santé, entre autres. Le troisième pilier, donc, c'est sur l'optimisation et du diagnostic et des traitements. Donc là, on a 4 actions. Donc, il n'y a pas d'action là tout de suite dans les 3 appels ouverts pour 2022. Mais dans ces actions, donc, il y a le fameux CCI dont Christine a très bien détaillé, je ne vais pas revenir. Il y a également des twinning programmes. Twinning programmes, là aussi, peut-être plutôt au niveau national. Et donc, il y aura a priori deux actions, donc la 3 et la 4 qui vont donner lieu à des appels à projets de recherche. La 3 qui sera sur des essais cliniques pour des diagnostics, plutôt à partir de 2023. Et la 4 qui est donc le financement d'essais cliniques sur les traitements. Et donc là, ça sera un des appels à projets qui sera prévu pour septembre 2022. Et enfin, le dernier pilier, il me semble, c'est le soutien à la qualité de vie. Et donc, la première action, c'est celle dont a parlé Christine, c'est collecter, analyser les données sur la qualité de vie des patients et comment on fait pour mieux la mesurer. Il y a également les fameux European Cancer Patient Digital Center, dont on vous a déjà parlé. Et les 3 et 4, donc à plus long terme, ça sera donc un appel sur les prédicteurs de qualité de vie précoce et concevoir des programmes de suivi pour les survivants des cancers pédiatriques. Donc pour l'appel ouvert, ici, on est sur le développement d'un cadre harmonisé d'études systématiques pour collecter les données sur la qualité de vie des patients en utilisant les outils pertinents. Et donc, dans le cadre de ce projet, il faudra d'une part conduire les analyses des données de qualité de vie existantes et voir comment on remplit les lacunes, on va dire, et faire justement ce co-design, ce procédé de co-design avec les patients pour développer des métriques de qualité de vie. Et à l'intérieur du projet, conduire un pilote d'études systématiques et harmonisées de qualité de vie. Donc ce projet, il n'y aura qu'un seul projet financé, parce que le budget global est de 11 millions d'euros et le budget par projet de 11 millions d'euros également.
Voilà, j'ai l'impression que j'ai parlé très vite, mais s'il y a des questions, on peut y revenir. Et donc il y a 3 appels ouverts pour le 26 avril 2022. Et il y a 5 appels en prévision pour, a priori, septembre 2022. Donc, 2 RIA, donc celle sur la mise en œuvre d'interventions de prévention et le financement des essais cliniques pour les traitements des cancers réfractaires. Et ensuite, ce sont 3 CSA dont vous a parlé Christine, donc sur les cancers d'infrastructure et le Cancer Patient Digital Center, ainsi que des National Mission Hub, mais là, j'imagine que ça va s'adresser à des acteurs très, très particuliers, pas directement des chercheurs. Voilà, j'ai terminé pour ma partie. Je vois qu'il y avait des questions dans le chat. Est-ce que certains types de cancers sont visés dans le diagnostic? Alors, de mémoire, je dirais que non, mais il faut que je vérifie. Si c'est limité à des types de cancers, ça sera écrit dans le texte de l'appel. Je ne l'ai pas en mémoire. Je pense pas. Hein. Enfin, bon, moi non plus, je n'ai pas l'appel complètement en tête, mais je ne pense pas. Moi non plus, puisque je pense que voilà, c'est ça, c'est parce que c'est bien new méthode. Donc, c'est des nouvelles méthodes. Donc, si c'est des nouvelles méthodes pour dépister le cancer du sein ou le cancer de... Voilà, c'est des nouvelles méthodes. Donc, ça peut s'appuyer sur des cancers qui sont déjà screenés. Donc, c'est pas... Et donc, comme j'ai fait exprès de remettre mon micro, je voulais juste appuyer justement sur cet appel d'offres, mais peut-être dans d'autres. Donc, je vous ai rabâché en disant qu'il fallait avoir la co-construction avec les citoyens ou les patients, mais c'est important, par exemple, ici, de travailler avec peut-être l'HAS ou des organismes un peu identiques. L'idée, c'est que pour faire en sorte que la translation des résultats précliniques en habitude de soins, si on n'a pas travaillé en amont avec les personnes qui les autorisent, que ce soit pour les traitements comme la NSM ou comme ce soit pour les outils techniques et autres comme l'HAS, c'est vrai que ça prend du temps parce qu'il faut tout recommencer. Voilà, donc je pense que là, c'est ce qui a écrit. C'est important aussi de s'appuyer sur l'existant, mais aussi de travailler avec ces organismes pour faciliter l'implémentation de ces nouvelles technologies. Pardon, si je peux me permettre d'intervenir. Oui. Bonjour, Nabila Lajaïl à la PHP. C'est moi qui viens de poser la question. Alors, en fait, dans le call, on parle des principaux cancers, sein, côlon, colorectal. J'ai oublié le dernier. Et donc, on ne vise pas forcément un type de cancer, mais je me doute que là, c'est ceux qui touchent le plus la population. Et c'est vrai que, est-ce qu'on doit vraiment se concentrer sur eux ou pas? C'est pas forcément dit dans le call, mais on suppose que, voilà. Non, il n'y a pas à supposer. En fait, à chaque fois, ils mettent des exemples. Mais si ce n'est pas écrit should address, c'est vraiment à vous de démontrer l'impact que va avoir la méthode que vous voulez développer sur le cancer en particulier. Il y a les autres appels, par exemple, celui qui est pour septembre sur les essais cliniques. C'est très précisément écrit. Should address refractory cancer. Et ils ont une définition précise de cancer réfractaire. Et là, c'est très précis. Donc là, en effet, ils disent qu'il y a uniquement en fait des screenings de population existants uniquement dans 3 cancers. Voilà, c'est le contexte. Vous pouvez proposer des méthodes pour améliorer les screenings des cancers existants et vous pouvez viser d'autres cancers parce que je suis sûre qu'on peut améliorer le screening du cancer du sein, par exemple. Ça ne va pas être très suivi. Donc, à mon avis, c'est pas restreint à l'un ou l'autre si c'est pas écrit clairement. C'est des exemples. Enfin, Christine, peut-être, vous pouvez compléter. Oui. Non, c'est juste, non, c'est tout. Pour moi, c'est pas un cancer particulier. C'est vraiment, comme toujours, hein, c'est ce qui est écrit. Et je pense que Sophie a bien mis en exergue les mots importants. C'est nouveau, donc c'est une nouvelle technique. Faut pas oublier qu'ils sont aussi donné la peine d'écrire integrated diagnostic.
Donc ça, je pense que si c'est probablement important. C'est pas que la technique elle-même, invasive ou pas, mais c'est surtout la méthode, le fait de pouvoir intégrer peut-être avec un peu d'intelligence artificielle, le fait d'intégrer pour faire le dépistage à la fois des données de l'imagerie avec des données biologiques, je ne sais pas, voilà, donc ils mettent quand même artificial intelligence, hein, avec le terme intégré diagnostic. Bon, il y a le fait qu'il faut bien sûr s'appuyer sur les infrastructures de santé qui existent déjà. Et puis il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais qui est vrai, qui revient très souvent, parce qu'en effet, on l'a mis nous plusieurs fois, c'est le fait de s'appuyer sur un living lab. Alors, le mot living lab, donc il y en a certains un peu en France, c'est que ça permet quand même simplement de résumer un petit peu l'approche de co-construction que demande la mission. Voilà. Et donc, normalement, la définition d'un living lab, c'est justement cela, c'est la co-construction avec différents types de partenaires. Donc, ce n'est pas que des chercheurs, ce n'est pas que des biologistes, ce n'est pas que des imageurs ou des personnes qui cherchent le cancer. Ça peut être en effet, comme je le dis, l'HAS, ça peut être aussi une start-up qui a une technique un peu particulière, ça peut être un laboratoire d'intelligence artificielle. Voilà, donc j'avais oublié de vous parler des Living Labs, mais je vois qu'ils sont là. Merci. On a une question de Angela Saman. Bonjour Angela. Bonjour. Peut-être tu peux reposer ta question à l'oral directement, comme ça tout le monde. D'accord. Bon, voilà, c'est-à-dire. Oui, bonjour vois, Christine. Bonjour Angela. Ça va? Alors, d'abord, merci beaucoup. Merci à Virginie, à Sophie et à vous pour cette organisation, vraiment, et pour la qualité des interventions. Donc, ma question, c'est pour voir le rôle de l'Europe à l'international. C'est-à-dire, est-ce que donc, la mission Cancer a prévu de mettre en place à l'international des mesures en matière de dépistage, de prévention ou de soins. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on vit, comme on l'a vu pour la pandémie, le monde entier a été impliqué et le cancer, à mon avis, c'est une cause mondiale. Donc, quel est le rôle de l'Europe en matière, pour le cancer vers le monde? Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, non, alors, non. Enfin bon, vous n'allez pas dire que Christine a dit que l'Europe ne s'intéresse pas dans le monde, mais enfin, vous pouvez le dire, ça m'est égal. Mais non, ce n'est pas l'objectif. Parce que, là, tu as mis le terme d'autres pays en sous-développement, parce qu'en effet, on a déjà d'autres pays en sous-développement en Europe dont il faut s'occuper. Bon. Et surtout, ça me permet aussi d'appuyer sur un élément important qu'il ne faut pas oublier dans vos réponses, c'est l'équité. Bon. Et donc, justement, dans ce côté de dépistage, ce qui est important, même en France, c'est de pouvoir avoir des outils de dépistage qui soient accessibles facilement à tout le monde. Et donc, le tout le monde, eh bien, en gros, parfois, moi, je dirais que c'est plutôt dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'en gros, je trouve qu'il y a des techniques qui ont été utilisées pour le dépistage du cancer du col en Afrique qui pourraient quand même être utilisées au niveau de la France. Parfois, il y a des outils qui nous seraient peut-être plus utiles. Voilà, donc je pense que, pas pour le moment. Bien sûr, c'est écrit et pourquoi pas. Mais le but, c'est plutôt dans vos réponses à ces appels à projets de démontrer que votre outil va permettre de résoudre tous ces problèmes d'équité qu'on a au sein d'un pays, mais aussi au sein de l'Europe. Parfait. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les appels? Et puis, je répète, prenez le temps de bien lire le texte. Et puis, comme recommandé par Christine, les textes aussi autour de contexte. Et puis, si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à demander un rendez-vous avec le PCN pour aller plus loin en détail sur votre projet et savoir est-ce que ça correspond ou pas à l'appel. Il y avait une question sur le de Karayan Tapon. Je ne sais pas si tu as vu, Sophie. Oui, j'avais vu. Est-ce que d'autres appels à projets screening seront faits? Alors moi, là, aujourd'hui, je ne peux pas dire, sauf que quand on regarde dans le plan d'implémentation,
il y a marqué 2021-2026. Alors, est-ce que c'est juste parce que ça va être la durée des projets, a priori, ou est-ce qu'ils vont lancer d'autres appels? Ça, je ne sais pas si Christine a la réponse. Mais c'est vrai qu'en général, on ne lance pas 2 fois le même appel, hein. Donc, il y aura peut-être une variante, je ne sais pas. Non, c'est simplement qu'on peut peut-être, parce que, comme je vous ai dit, hein, quand on a émis des idées pour des types d'actions, comme je vous ai dit, en gros, on avait une dizaine ou même 80 pour la pédiatrie. Donc, il y en a plein. C'est vrai que là, celui qui est pour le dépistage et la détection, c'est sur l'outil. Il y a également des actions qui sont là aussi, puis il y en a quelques-unes que je pense que dans le résumé de Sophie, il y en a quelques-unes aussi qui sont quand même plutôt du niveau des sciences humaines et sociales. C'est comment développer une recherche interventionnelle qui permet justement de s'assurer que le dépistage puisse être fait, parce que ce n'est pas simplement l'outil, il faut aussi que le citoyen accepte de se faire dépister. Voilà, et donc tous ces outils, voilà, on espère qu'à un moment donné, ça doit pouvoir aussi, disons, être mené conjointement pour que le dépistage et la détection puissent se faire facilement, efficacement. Voilà, donc c'est ça qui me vient, par exemple, à l'esprit, mais bon, je pense que c'est ça aussi. Oui, exactement. Mais en tout cas, très peu probable qu'il y ait 2 fois exactement le même appel. C'est juste, parce que là, tu ne l'as pas dans le diapositive, mais j'ai vu Annika Novak, elle le représente à chaque fois, il faudrait que je retrouve. Mais je me demande si celle pour la qualité, là, pour les, je sais pas quoi, là, les outils de détection, de mesure de la qualité de vie, je pense qu'ils ont prévu que ça se fasse sur 2 ans. Enfin, en gros, d'après moi, elle le remet à chaque fois. C'est qu'en gros, d'après moi, l'appel d'offres, si j'ai bien compris, va sortir 2 fois. C'est-à-dire qu'en gros, ils veulent vraiment, il faut que je retrouve. Je l'ai réécouté hier, et donc je vais retrouver sa diapo et je te l'envoie. D'accord. Il y en a un, c'est soit maintenant, soit ceux du futur. Enfin, je me mélange un peu les pinceaux entre ceux qu'on doit présenter et ceux qu'on ne présente pas. Mais voilà, mais je sais qu'il y en a un où ça va durer plus longtemps, et donc j'ai compris que ça va être donc au moins sur 2 ans, et c'est pas la durée, c'est le temps nécessaire pour les appels d'offres qui vont être répétés, je crois. Je verrai. D'accord, c'est peut-être sur les essais cliniques, alors, je ne sais pas. En tout cas, voilà, dans tous les cas, si vous avez un appel qui vous correspond, et que vous êtes prêt, bon, il faut être prêt, mais c'est mieux d'y aller tout de suite, quoi. Pas miser sur le fait qu'il va ressortir, parce que c'est pas exactement, de manière générale, la philosophie de la commission, sauf cas très précis. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vais prendre la parole et la présentation à Virginie. Merci. Donc, je vois visiblement, il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup, Christine, pour toutes les précisions qui ont été données. Je vais reprendre le contrôle. Voilà. Donc, l'idée maintenant, c'est de... Alors, attendez, il faut que je me remette voilà, sur la présentation. L'idée maintenant, c'est de vous présenter les autres appels à projets qui sont ouverts à la thématique cancer. Donc là, on a vu que effectivement, dans le cadre de la mission, il y avait un certain nombre de projets, d'appels à projets qui étaient ouverts et qui étaient ouverts spécifiquement pour répondre à des problématiques sur le cancer. Et là, récemment, on a eu... Alors attendez, j'essaye de me mettre en mode... Voilà, parce que j'ai du mal à voir mes diapos. Voilà. Le partenariat IHI, Innovative Health Initiative, a été lancé tout récemment, là, au mois de janvier, à la fin du mois de janvier. Dans les prochains appels à projets les premiers appels à projets que le partenariat a prévu de lancer, il y a 2 appels qui concernent le cancer. Donc, on voulait vraiment les cibler, même si aujourd'hui, on n'a que une version très préliminaire des appels à projets qui seront ouverts. Je pense que c'est important de se préparer très tôt
à ces appels. Donc c'est pour ça qu'on voulait vous en parler dès maintenant. Alors je vais vous rappeler en quoi consiste ce nouveau partenariat. Donc c'est un partenariat public-privé. Il fait suite à IMI. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. C'était le précédent partenariat public-privé qui s'appelait Innovative Medicine Initiative. Donc le partenariat actuel IHI, c'est un partenariat qui est élargi, c'est-à-dire que il s'établit entre la Commission européenne et un ensemble d'associations d'industriels, donc à la fois les industriels de la pharma, ce qui était déjà le cas dans IMI, mais il s'élargit à d'autres industriels des soins de santé, des technologies médicales, des biotechnos ou des vaccins. Alors l'objectif de ce partenariat, il est également plus large que celui d'IMI. D'abord, le premier objectif, c'est de transformer la recherche et l'innovation au bénéfice des patients. Donc dans ce partenariat, le patient est vraiment au centre des questionnements. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver des solutions qui vont arriver jusqu'au patient. Ensuite, le deuxième objectif, c'est de délivrer des innovations de santé qui vont couvrir l'ensemble du spectre des soins. Donc là, contrairement à IMI où on était centré sur le traitement, là on va de la prévention en passant par le diagnostic jusqu'au traitement et en se focalisant plus particulièrement sur les domaines où il y a un besoin de santé non pourvu. Et enfin, donc effectivement, on est dans un partenariat public-privé, donc l'objectif, c'est d'améliorer la compétitivité de l'industrie de santé au niveau mondial. Alors, je vous rappelle qu'il y a eu un événement d'information, le lancement de IHI qui a eu lieu le 26 janvier, donc vous pouvez retrouver la présentation sur ce lien. Alors, ce que je vous disais, c'est qu'il y a des choses qui sont nouvelles dans ce partenariat par rapport à IMI, un scope plus large, un partenariat élargi avec différents types d'industriels. Et puis, il y a des choses qui vont rester identiques. Donc, on a toujours un budget qui doit être apporté à la fois moitié-moitié, à la fois par la Commission européenne et par les industriels. Donc, dans ce partenariat, on a un budget total de 2,4 milliards d'euros, 1,2 milliard apporté par la Commission, et puis on a 1 milliard apporté par les membres des associations des industriels que vous avez vu sur la slide précédente, plus 200 millions d'euros qui vont être apportés par des nouveaux contributeurs qui pourront s'associer au fil de l'eau à ce partenariat. Alors, ce qui est important pour vous, c'est que IHI va lancer des appels à projets compétitifs, comme c'était déjà le cas dans IMI. Et ces appels seront soit en une étape, soit en 2 étapes. Alors, je voudrais vous donner les thématiques d'abord des 2 sujets qui sont pressentis pour les prochains appels à projets. Donc, il y a plus de sujets que cela, mais les 2 appels ciblés sur le cancer sont les suivants. Donc, il y a d'abord un premier appel à projet qui va concerner le besoin de solutions plus personnalisées basées sur l'image en matière de diagnostic, de pronostic et de thérapie. Donc en fait, l'objectif de cet appel, ce sera de développer des outils qui sont assistés par l'intelligence artificielle ou par le machine learning, ou alors des outils d'assistance qui sont guidés par l'image pour les cliniciens et cela pour les différentes étapes du parcours de soins dans le domaine du cancer. Alors l'objectif à terme, ce sera de pouvoir améliorer le diagnostic et la thérapie associée à l'imagerie, et puis de rendre plus efficace et plus centré sur le patient, à la fois le diagnostic et les différentes thérapies ou interventions pour le cancer. Et au final, ce qui est recherché, c'est de pouvoir réduire la durée du traitement et l'hospitalisation. Donc cet appel à projet, ce sera un appel à projet en une étape.
Donc aujourd'hui, on n'a aucune information sur le budget. Vous verrez, en fait, vous avez accès, via le lien qui est sur la slide, au pré-draft de ces appels. Enfin, il s'agit d'un paragraphe, hein, on aura une définition beaucoup plus, complète de l'appel à projet, au mois d'avril, puisque aujourd'hui cet appel est encore en cours de discussion, à la fois avec les industriels, mais il va être discuté aussi avec un nouveau panel qui s'appelle le Science and Innovation Panel, qui est aujourd'hui en cours de constitution. Donc dès qu'il sera constitué, cet appel-là sera discuté. Il sera également discuté au sein des différents États membres via le panel ad hoc. Et l'ouverture prévue de cet appel sera à la moitié du mois de juin, avec une date de dépôt prévue pour fin septembre. Donc ça, c'est pour le premier appel. Le deuxième appel sur le cancer, alors même type d'appel, ce sera une soumission en une étape. Pour l'instant, aucune info sur le budget. De la même manière, ce sera pareil, une publication du draft de l'appel, puisque cet appel est aussi en cours de discussion, en avril 2022, ouverture du topic mi-juin et date de dépôt fin septembre. Alors, cet appel-là, c'est un appel à projet qui va être ciblé sur l'oncologie de précision, qui va être axé sur les thérapies innovantes multimodales centrées sur le patient. Alors le focus, il est sur les thérapies de précision qui sont guidées par les biomarqueurs et qui sont basées à la fois sur l'imagerie, le phénotype, le génotype, le diagnostic in vitro et puis un certain nombre de données cliniques et données du monde réel. Alors l'objectif de cet appel sera de développer des nouvelles technologies de santé et de pouvoir les intégrer au concept actuel de thérapie. L'objectif étant à terme de créer des nouvelles thérapies multimodales qui seront personnalisées vraiment aux besoins de chaque patient. Et dans les appels, donc aujourd'hui, il est envisagé d'étudier différentes stratégies thérapeutiques et de combiner au moins 2 modalités de traitement. Et l'objectif final, ce sera que le projet devra évaluer à la fois les aspects de timing, les aspects de dosage pour maximiser les effets du traitement et avoir une toxicité minimale. Bien sûr, toutes les informations que je vous donne, ce sont aujourd'hui les informations qu'on a dans le très court draft qui est à disposition et qui est susceptible d'évoluer par rapport aux discussions qui vont avoir lieu avec les différents panels et les industriels. Donc, il faut prendre évidemment ces premières informations avec des pincettes et de toute façon, vous aurez l'information dès que le draft complet sera sorti, nous vous enverrons évidemment les informations plus précises. Alors, je voulais vous donner quelques informations sur ces appels en une étape, comment ils vont fonctionner. Puisque dans IMIN, on avait plus l'habitude d'appels à projets en 2 étapes. Il y en aura également, hein, mais en tout cas, ces 2 topics seront a priori en une étape. Donc dans les topics en une étape, dans les appels à projets en une étape, le sujet, le topic est discuté à la fois avec les industriels, mais aussi avec différents panels. Donc, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, il sera discuté avec le Science and Innovation Panel et puis avec le panel aussi des représentants des États membres. Et ensuite, donc plusieurs projets pourront être financés sur cet appel à projet et qui dit appel en une étape dit le projet total, enfin le projet final qui devra être déposé, enfin la proposition finale qui devra être déposée tout de suite, c'est-à-dire qui comprendra l'ensemble des partenaires, à la fois les partenaires privés et les partenaires publics dans la proposition. Donc ici, vous avez l'ensemble des partenaires qui
pourront participer. Donc, vous voyez que c'est très large, hein, les académiques, les hôpitaux, les agences réglementaires, les organisations de patients, également les PME et les industriels également, donc les ETI et les industriels pourront également participer à ces appels à projets. Alors, en termes de financement, voilà les règles de participation. Alors, il y a un point qui est très important, c'est que bon, ici, pour les règles de financement, enfin les règles d'établissement du consortium, elles sont les mêmes que pour Horizon Europe. Sophie vous les a présentées tout à l'heure, hein, c'est au moins trois entités légales de trois pays, 3 États membres ou trois pays associés avec au moins une entité légale qui doit être issue d'un État membre. Et par contre, là, il y a une règle particulière pour les appels en une étape de IHI, c'est qu'il faudra que, dans le cadre de ce consortium, il y ait une participation en in-kind des participants, des partenaires, à hauteur de 45% du coût total du projet. Donc ça, c'est vraiment très important parce que sinon, le projet ne sera pas éligible. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura des partenaires qui recevront du financement dans le cadre de ce consortium et il y a des partenaires qui apporteront une contribution financière en in-kind. Et donc ici, vous avez les règles d'éligibilité pour le financement. Donc vous voyez encore une fois que les entités qui sont éligibles au financement, c'est très large. En gros, toutes les entités sont éligibles, hein, à la fois les académiques, mais également les entités privées, donc les PME, et puis les entreprises de plus grande taille. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que les industriels qui sont impliqués dans les associations d'industriels dans IHI, ces industriels-là se sont engagés à ne pas être financés, à ne pas demander de financement dans le cadre de ces projets. En revanche, s'il s'agit d'industriels qui ne sont pas impliqués dans les associations d'industriels d'IHI, ces entités-là pourront demander du financement. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur ces appels à projets. Je vois qu'il y a une question. La contribution in-kind peut-elle être une contribution de ressources humaines, tout à fait. La contribution in-kind, en fait, elle peut être, alors ça peut être soit de l'in-kind sur alors c'est ICA sur c'est les ICOP, c'est les In-Kind Contribution for Operational Activities, donc sur les activités opérationnelles qui se font dans le cadre du projet. Donc là, ça inclut effectivement, on peut intégrer les coûts des ressources humaines. Et puis, ça peut aussi être d'autres activités qui sont associées à l'appel, mais qui ne contribuent pas en fait aux activités qui vont permettre de répondre à l'appel. Et donc là, ça s'appelle les in-kind additional activities. Mais pour l'instant, on n'a pas encore des informations très claires sur la manière dont vont fonctionner ces appels en une étape et notamment comment vont fonctionner ces contributions en in-kind. Donc on attend plus de précisions de la part d'IHI et donc de toute façon on fera une information particulière en fait sur IHI où on pourra vous donner des éléments plus concrets parce que il y a effectivement des questions qui se posent vu que ce sont des nouvelles règles. Donc, il faut que l'on ait plus de précision de la part de IHI. Voilà, donc pour finir, les éléments à retenir de ce webinaire. Donc, vous avez vu qu'on a des appels à projets qui sont lancés dans le cadre de la mission, les appels 2021 qui sont déjà publiés, dont la deadline est le 26 avril. Ici, vous avez les liens vers les appels. À venir, la publication des appels pour 2022
dont le programme sera publié en mai 2022 avec une deadline au 7 septembre. N'hésitez pas à contacter le PCN si vous voulez avoir plus d'informations dès aujourd'hui sur ces appels. Et puis à venir également les 2 appels à projets dont je viens de vous parler, avec une publication des drafts prévue en avril 2022, l'ouverture des appels mi-juin et la deadline à la fin du mois de septembre. Je vous rappelle qu'il existe un dispositif pour aider au montage de projets, le dispositif national qui est mis en place par l'ANR, le MRSEI. Et pour 2022, donc il y a déjà eu une première deadline en février et on a 3 autres deadlines, le 28 avril, 1er juillet et 18 octobre. Alors à quoi sert ce dispositif? Eh bien il va vous aider, il va aider les coordinateurs de projets à monter leur consortium. C'est-à-dire que, alors il s'adresse aux coordinateurs du public, hein, pas aux coordinateurs privés. Mais si vous êtes un coordinateur issu d'un organisme public, eh bien, vous pouvez prétendre à une subvention de 30 kg € pour une durée de 24 mois. Et cette subvention, elle vous servira à organiser des meetings pour rencontrer vos futurs partenaires, des ateliers, des workshops, justement pour mieux vous connaître et pour vous aider à construire le meilleur consortium. Et cette prestation, cette subvention pourra également vous servir à financer une prestation de service auprès d'un cabinet de conseil à hauteur de 10 000 € pour vous aider à construire à rédiger votre projet. Voilà, donc n'hésitez pas, il y a un très bon taux de succès hein, pour ces appels et c'est vraiment une aide précieuse pour le montage de projet. Voilà, j'en ai terminé. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Angela, je vois qu'il y a grand merci pour la qualité des interventions. Ok, oui, on espère tous que la prochaine fois, ce sera en présentiel. Je vais attendre 1 ou 2 minutes s'il y a d'autres questions. Alors, Séverine Abarmatic nous informe qu'il existe aussi le dispositif Amorce au CNRS pour le montage de projet. Donc ça, j'imagine qu'effectivement, c'est dédié aux coordinateurs du CNRS. Peut-être que tu veux en dire un mot, Séverine? Oui, non, c'était juste ça. En fait, si certains des participants en fait, ont la chance de faire partie d'un laboratoire avec une tutelle CNRS, c'est aussi un outil que l'INSB a mis en place. Donc voilà, c'est 15 000 €. Alors, c'est pas aussi élevé que le MRSEI, mais bon, je pense que ça peut aussi participer. Merci, merci pour cette information. Et puis, n'hésitez pas dans tous les cas à prendre contact avec vos responsables Europe dans vos organismes, parce qu'il existe dans les différents organismes, il peut exister en tout cas des dispositifs d'aide spécifiques pour votre organisme. S'il n'y a pas d'autres questions, je ne vois pas d'autres mains levées. Je voulais tout d'abord vous remercier pour votre participation, dire un grand merci à Christine Chaumienne pour sa présentation. Je pense que c'est très précieux, toutes les informations, parce qu'on a vraiment les informations qui viennent du cœur de la réflexion sur les missions. Donc c'est vraiment très précieux et c'est vrai que dans le cadre des missions, vu qu'on est vraiment sur un nouvel instrument, toutes ces informations en off sont vraiment très, très appréciées. Donc, merci beaucoup Christine. Merci à Sophie pour sa présentation très claire, très détaillée. Et je vous souhaite bon courage, bon dépôt de projet. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. La présentation sera publiée sur le site Horizon Europe et puis le webinaire est enregistré, donc vous pourrez revoir ce webinaire un peu plus tard.